Bonjour à tous, c'est Seb et j'avais une petite annonce à vous faire. Vous avez envie de découvrir les meilleures courses et les meilleurs trails? Sur Trail Run Advisor, consultez des avis et des photos de coureurs comme vous. Évaluez la beauté des parcours, la qualité de l'organisation ainsi que le niveau de difficulté. Partagez votre expérience et aidez les autres coureurs à choisir leurs prochaines aventures. Trail Run Advisor, c'est le compagnon indispensable pour les passionnés de course à pied. Visitez sans plus attendre trailrunadvisor.com. Je vous laisse sans plus attendre reprendre l'écoute de votre épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve aujourd'hui pour l'épisode 254 du podcast À côté de mes pompes, podcast consacré à la course à pied, à cette passion qui nous unit et qui nous rassemble. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de retrouver Méline Rollin, une athlète de haut niveau que j'avais déjà reçue sur le podcast au mois de septembre, juste avant son marathon du côté d'Amsterdam. Depuis, Méline a parcouru un long chemin marqué par de nombreuses compétitions, mais également des contrôles antidopage. Elle vous expliquera comment cela fonctionne et également des modifications apportées dans ses entraînements avec, en ligne de mire, une participation et une qualification obtenue pour les Jeux Olympiques de Paris. Dans cet épisode, Méline nous partage donc son expérience, ses stratégies mises en place lors des dernières compétitions et les ajustements nécessaires pour optimiser toujours plus ses performances. Elle vous expliquera également pourquoi elle a intégré du renforcement musculaire et en quoi cette préparation pour le marathon olympique est spécifique avec une topographie propre à la région parisienne. Méline aborde également cet équilibre entre la vie de sportive, la vie personnelle, la vie professionnelle et les émotions qui l'ont traversée après la réalisation de ses minima du côté de Séville. Méline partage ses conseils précieux pour les futurs participants au Marathon pour tous et nous parle de ses ambitions sur ces Jeux Olympiques. Un épisode inspirant qui nous plonge au cœur de la préparation et des déterminations d'une athlète de haut niveau. Merci Méline d'avoir pris du temps lors de ton stage à Font-Romeu pour que nous puissions échanger sur le podcast. Il est temps pour moi de vous laisser en compagnie de Méline Rollin, la route vers le marathon olympique. C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes pour lequel je vous souhaite une très belle écoute. Bonsoir Méline, merci d'être de retour sur le podcast À côté de mes pompes. Le dernier épisode que nous avons enregistré ensemble, c'était le premier, avait lieu donc en septembre, juste avant un marathon prévu du côté d'Amsterdam. Depuis, que de chemin parcouru. Alors, est-ce que tu peux me rassurer pour ce soir, il n'y aura pas de contrôle antidopage? Il me semble que c'est ce que tu as vécu pas plus tard qu'hier soir. Non, déjà, ils viennent pas hyper souvent m'embêter, alors je pense que 2 soirs de suite, non, mais en fait, elle était venue hier matin à 6h et j'avais oublié de remettre mon téléphone en sonnerie et je dors avec des boules caisses, donc je l'ai pas entendu. Donc elle est revenue le soir parce que c'était hors créneau, parce que moi je suis dans un groupe spécial, mais là ça devrait aller. Est-ce que l'on peut en parler un petit peu de ces contrôles antidopage et du suivi que vous avez, vous les sportifs de très haut niveau? On en a entendu parler dans la presse avec les no-shows de Mehdi Frère, qui fait partie également donc de l'équipe de France. Au quotidien, comment ça se passe? Est-ce que tu es pisté, traqué dans les moindres faits et gestes au point de ne peut-être même pas pouvoir aller déjeuner, manger dans la famille si tu n'as pas signalé ton départ du lieu où tu résides? Comment ça se passe dans les faits? Alors du coup, il y a 2 groupes. Donc il y a le groupe cible et le groupe contrôle. Entre les deux, il n'y a pas beaucoup de différence, si ce n'est que le groupe cible, on doit donner un créneau horaire d'1 heure dans la journée où on doit être présent. Alors ça peut être n'importe où, mais où on doit être là quand si jamais ils viennent nous contrôler. Donc ça peut être entre 5h et 23h si je dis pas de bêtises. Donc en fait, on a une application et on doit remplir tout le trimestre qui arrive, où on doit donner, alors pour le groupe cible, on doit donner notre lieu d'hébergement,
pendant le trimestre, notre lieu de résidence classique, toutes nos infos perso, téléphone, etc. Et puis après, tous les jours, on doit donner un créneau d'1 heure où on doit être présent à l'endroit qu'on a donné. Et si on a des entraînements récurrents ou des compétitions, on doit aussi le préciser le plus tôt possible. Donc si on tarde un peu à préciser des compètes ou des stages, ça leur plaît pas trop. Donc voilà, moi mon créneau, je le mets souvent le matin à 7-8 heures. Ils sont déjà venus 1 ou 2 fois chez moi à Lille. Et là, hier, elle était venue à 6 heures, donc hors créneau, parce que c'était plutôt un contrôle inopiné. Donc heureusement, c'était pas sur mon créneau parce que j'avais oublié de mettre mon téléphone en sonnerie, et avec les boules caisses, je l'ai pas entendu sonner. Donc c'est un peu mentalement prenant, parce que il y a des moments où c'est simple, on est chez soi, où là je sais que je bouge plus pendant 4 semaines. Mais quand on est en compète, quand on sait pas encore quand est-ce qu'on va en stage, à l'INSEP, enfin là au moment des jeux, c'est un peu flou pour l'instant, donc ils sont assez compréhensifs, mais faut pas trop tarder, quoi. Il faut être très précis et le plus tôt possible, en tout cas. Pour un contrôle, ça se passe comment? C'est des prises urinaires, des prises sanguines? Combien de temps ça dure? Alors ça peut être les deux. Ça peut être sanguin, urinaire, sanguin et urinaire. Moi pour le moment j'ai eu que urinaire. Donc hier j'ai eu de la chance, c'est que j'ai raconté ma vie, mais c'est que je rentrais de chez le kiné et il était 20h, j'avais tellement faim que j'avais envie d'aller aux toilettes, j'y suis pas allée, j'ai mangé avant, et en fait elle est arrivée pendant que je mangeais, donc c'était le contrôle le plus rapide de l'histoire, parce que j'ai dû mettre 25 minutes à tout casser, le temps de remplir le papier, et puis après de remplir les flacons. Mais ça peut durer très longtemps s'ils viennent et qu'on vient d'aller aux toilettes, ça peut durer longtemps. Tu as le contrôleur qui passe la soirée avec toi en attendant que tu puisses aller de nouveau aux toilettes. Oui, ça m'est arrivé quand j'étais à Font-Romeu en août l'année dernière. Elle est arrivée à 17h, elle est repartie à 21h. Et j'avais pas à manger, j'étais pas douchée. Mais c'était les mondiaux d'athlétisme, donc elle regardait avec moi. Et ce sont des personnes qui sont françaises? C'est l'autorité française qui réalise ces contrôles, ou il y a une entité un petit peu supranationale au niveau mondial? Non, alors là, c'est des personnes formées, mais bénévoles. Là, je crois que la personne qui est venue, c'était la même que j'avais eue l'année dernière, et elle travaille à côté. Alors je sais plus exactement, mais elle est dans le médical ou quelque chose comme ça, et c'est en dehors de ses horaires. Après, je pense qu'il y en a, c'est leur métier, mais il y a beaucoup de bénévoles, il me semble. Donc une certaine forme de pression, une forme de stress, tu l'as évoqué, hein, avec ces contrôles qui peuvent arriver à n'importe quel moment, et l'angoisse peut-être de manquer si tu n'as pas renseigné correctement tes lieux de présence. Ça peut conduire à un stress supplémentaire. Déjà que la pression est là avec l'engouement des jeux, la préparation, là on ajoute une couche supplémentaire. Ouais, alors c'est par exemple surtout le stress de louper. Alors en fait maintenant je mets mon téléphone en sonnerie, mais en mode ne pas déranger, donc quand on m'appelle 2 fois ça sonne. Mais là j'ai oublié de mettre la sonnerie, et mais comme par hasard elle est venue le jour où j'ai oublié. Donc faut faire attention à tout. Alors chez moi la sonnerie est hyper forte, ici je l'entends pas, avec les boules caisses j'entends rien. Donc ouais, c'est ne pas oublier. Des fois le soir je me couche, je me dis ah mince, est-ce que j'ai bien mis pour le lendemain soir ou autre, si je rentre chez mes parents par exemple le week-end. Alors je vais sur l'appli à 22h pour vérifier avant de dormir. Mais bon, pour l'instant ça va, ça se déroule bien. Alors Méline, on va revenir un petit peu sur les épisodes passés, donc des compétitions qui se sont succédées entre septembre dernier, date à laquelle nous avons enregistré un premier épisode, et aujourd'hui. Je vais te laisser te représenter pour que les auditeurs sachent un petit peu qui tu es, d'où tu viens et dans quelle discipline tu excelles, même si avec le titre de l'épisode que j'ai donné, il n'y a pas trop de surprises. Alors du coup, moi c'est Méline Rollin, j'ai 26 ans. Je suis originaire des Ardennes, mais j'habite à Lille depuis 5 ans, enfin à côté de Lille. Alors moi je suis sportive de haut niveau en athlétisme, et spécialisée depuis on va dire 2 ans, à peu près 2 ans dans le marathon et aussi le semi-marathon. Donc voilà, et à côté, donc là depuis un petit mois je suis athlète pro à 100%, mais sinon je travaillais en parallèle chez Decathlon en tant que data analyst.
à mi-temps depuis janvier 2023, mais là je suis libérée pour préparer les Jeux. Donc lors de l'enregistrement de ce premier épisode, tu étais à quelques encablures d'un marathon du côté d'Amsterdam. Est-ce que tu peux revenir sur cette course? Parce qu'elle a conditionné, je pense, beaucoup de choses pour toi derrière jusqu'à cette qualification olympique. Du côté d'Amsterdam, tu l'as frôlé à quelques secondes. C'est 2-3 foulées seulement qui auraient pu te donner ce Graal dès le mois d'octobre pour cette Olympiade parisienne. Oui, alors au final, avec un peu de recul, donc c'était bien que je loupe ces minima parce que bon, voilà, le jour de la course, il y a eu une météo horrible, hein, on va pas se mentir. Il y a de la grêle à l'échauffement. À la mi-course, c'était la tempête. Enfin, rien n'était réuni côté météo pour faire une performance. Et j'échoue à 5 secondes des minima. Alors même si j'avais fait les minima, au final, je sais pas si j'avais gagné peut-être 10 secondes sur la course. Les films sont passés devant après à Valence, donc c'était bien au final que je loupe cette course parce que je me suis relancée sur une autre prépa. Alors que si j'avais attendu Valence pour me faire dépasser par tout le monde, bah ça aurait été un peu juste pour recourir à Séville. Donc c'était un mal pour un bien, mais c'est vrai que sur le coup, 5 secondes sur 42 km, bon, on peut faire le calcul, mais au kilomètre, ça fait pas grand-chose, quoi. Dans quel état d'esprit tu étais à l'arrivée? Est-ce que c'était une satisfaction ou vraiment cette déception d'échouer à quelques encablures de ces minima que tu as largement dépassé du côté de Séville au mois de février? Alors sur le coup, je passe la ligne, je sais que c'est foutu, mais il y avait beaucoup de déception parce que 5 secondes quoi. Mais après très vite, je me suis quand même dit t'as gagné presque 3 minutes 30 par rapport à ton précédent marathon, c'est déjà énorme. Alors forcément, il y avait beaucoup de déception, mais quand même pas mal de satisfaction. Et j'étais pas abattue. Enfin, sur le coup, je me suis dit c'est pas grave, je vais en préparer un autre. Il me restait encore le temps d'en préparer un autre. Le coup dur, ça a été plutôt quand les filles ont couru à Valence. C'est là où mentalement, le dimanche matin, c'était compliqué quoi. J'avais attendu en plus le marathon de Valence, c'est 8 heures, je crois. Donc, j'avais attendu le marathon avant d'aller m'entraîner. J'avoue que sur le coup, j'avais plus trop envie d'y aller. Je me suis dit, elles me sont toutes passées devant et c'est un peu foutu, quoi. Mais après, je suis allée m'entraîner et je me suis dit, c'est tout, je vais faire mieux. Le couteau entre les dents, tu étais reparti à l'entraînement pour descendre ces chronos et aller du côté de Séville en février, décrocher ta qualification. Quel était le changement principal ou les changements principaux que tu as pu mettre en place après Amsterdam? Qu'est-ce que tu as décelé comme point d'optimisation? Je sais que tu es féru de mathématiques, de data. Est-ce que tu avais scruté déjà quelques petites choses à mettre en place pour descendre drastiquement ce chrono, encore plus après donc le marathon de Valence où tes camarades, copines, coéquipières de l'équipe de France avaient envoyé des sacrés chronos avec pour bon nombre d'entre elles la qualification, les minima olympiques réalisés. Alors je savais déjà qu'avec une bonne météo, le chrono allait descendre. Donc ça c'était un truc qui me motivait, mais qui me faisait un peu peur aussi parce que je me disais à Séville ça se trouve il fera pas beau non plus, mais avec une bonne météo déjà je savais que ça allait descendre, mais à Amsterdam, j'avais quand même senti sur la fin de course. Alors le parcours était assez plat, hein, mais sur la fin de course, il y avait des petites, c'était pas vraiment des relances, mais des petites montées, descentes assez légères et qui moi me faisaient hyper mal aux jambes à la fin. Et je sentais que je manquais de puissance en fait. J'ai pas vraiment ralenti, mais j'arrivais pas à relancer quoi. Et du coup, avec mon coach, ça faisait déjà un moment qu'on en parlait, mais on a décidé de commencer avec un préparateur physique après Amsterdam. On s'est dit que c'était le moment, que en reprenant une prochaine prépa comme ça, ça me permettrait d'être plus solide, de pas me blesser, d'avoir moins de douleur aussi et d'être au niveau de la foulée plus efficace. Donc ça, c'était le plus gros changement. Et après, j'ai fait une prépa. Pour Séville, c'était la plus grosse prépa des 3 prépas que j'avais faites, quoi. Donc, j'étais partie, là, sur 11 semaines, contre 9 pour Amsterdam. Et, je suis montée jusqu'à 180 km, alors que pour Amsterdam, c'était plutôt, 160, 165. Et
une semaine ou deux grand max, alors pour Séville, c'était 180 sur 3 semaines, quoi. Donc c'était les deux principaux changements, c'était plus longue prépa avec du renforcement 2 à 3 fois par semaine. À quelques heures de concourir du côté de Séville, dans quel état d'esprit tu étais? Tu étais sûr de décrocher ces minima? Tu avais fait le travail pendant ces longues semaines en ajoutant du renforcement musculaire sur lequel on pourra revenir tout à l'heure pour que tu nous détailles un petit peu ce que tu mets dans ce renforcement musculaire. Comment tu as abordé cette course à quelques heures finalement de ce Graal que tu souhaitais déjà atteindre du côté d'Amsterdam, mais qui là était encore plus important parce que, tu l'as dit, tes coéquipières avaient déjà ces minima en poche? Alors c'est marrant parce que c'était ma dernière chance. Il fallait que je fasse un chrono. Fallait que je gagne plus d'une minute encore sur mon chrono précédent. Donc ouais, j'aurais dû être plus stressée et appréhender encore plus. Mais au final, j'étais sereine, pas parce que je savais que j'allais faire les minima. Hein. Quand sur marathon, on sait jamais. Jusqu'à la ligne d'arrivée, on sait jamais. Mais j'avais fait le travail, j'étais bien entourée puisqu'il y avait mon copain qui m'avait rejoint une semaine avant à Montegordo. Et puis en étant à Montegordo, j'étais à 1h30 de Séville, donc j'étais dans le climat de la course, quoi. La météo annoncée était vraiment top. Donc le fait d'être avec mon copain, même à l'hôtel des athlètes, il avait pu venir. J'étais hyper détendue, j'étais juste contente d'être là et pressée de courir. Il y avait mes parents même qui étaient venus, ils avaient passé une semaine à Séville, ils étaient venus, c'était la première fois, donc j'avais envie de bien faire et puis le fait que la météo soit bonne, ça me mettait quand même en confiance. Après, le marathon, c'est le marathon, la forme du jour compte énormément. Tu étais parti sur quelle base chronométrique, sur quelle allure cible pour tenir et aller décrocher ces minima? Alors l'idée c'était de partir sur un peu moins de 2h25 en se disant il y aura peut-être une perte sur la fin, sachant qu'il fallait que je fasse mieux que 2h25-50. Donc voilà, j'avais mon lièvre qui était là, qui était le même qu'à Amsterdam, parce qu'on était resté en contact et je lui ai demandé de revenir. Donc on part un tout petit peu plus vite sur les bases du record de France, mais c'était pas l'objectif en soi de faire le record de France, pas du tout. Mais bon, je me dis allez, à 2-3 secondes au kilomètre, à 2 secondes au kilomètre, ça a l'air d'aller. J'espère juste que je vais pas le payer. Je passe au semi, je suis pas hyper à l'aise, mais je suis bien. Donc je croisais juste les doigts pour que ça passe. Et au final, il y a eu un petit rebondissement au 30e kilomètre quand mon lièvre a dû s'arrêter. Ça, c'était pas prévu, il devait aller au bout. Ou là, après, du 30 au 35, en fait, j'ai pris un petit coup mentalement parce que j'avais pas prévu ce scénario-là. Donc, j'ai perdu une grosse vingtaine de secondes en 5 kilomètres à peu près. Et au 35-36, je reviens un peu plus dans la ville, je passe devant mes parents et là, je me dis, il reste rien, tu peux pas craquer à ce moment-là après tout ce que les sacrifices que t'as fait et puis tout le monde est venu te voir. Donc, j'ai réussi à relancer et à revenir sur l'allure d'avant 30e. Et heureusement, puisque au final, le record de France, je l'ai battu que de 10 secondes. Donc, si j'avais pas relancé, j'aurais eu ma qualification, mais pas le record de France. Et cette stratégie de course, de finir plus rapidement, tu l'as dit, c'était pas prévu. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le lièvre a lâché? Problème physique, problème de rythme? Tu lui en as demandé trop? Il était rincé après 30 km? Alors, normalement, c'est des allures qu'il peut tenir... il y a pas de souci, mais en fait il est arrivé la veille au soir assez tard et ils ont fait les ravitaillements un peu rapidement avec mon manager et en fait je pense que c'est des produits qu'il avait pas l'habitude de prendre et peut-être pas dosé son corps a peut-être pas aimé je sais pas, et en fait il a eu des crampes ce qui fait qu'au 30e et alors c'est un anglais et il me dit t'es bien, reste là, bouge pas, continue comme ça. Je lui dis oui, ok, on y va. Et là je vois qu'il part derrière et il y avait mon manager en vélo. Je lui dis mais qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il va derrière? Il me dit non t'inquiète, il arrive, il a des crampes, il arrive. Et au bout d'1 kilomètre, je le regarde en détresse. Je lui dis mais il revient pas. Il m'a dit non mais il reviendra pas. Et donc là on venait de doubler un groupe de gens et il y avait plus personne devant moi.
Donc pendant un moment, ouais, ça a été dur mentalement en me disant il reste 10 kilomètres toute seule, ça je vais pas y arriver quoi. Et comme quoi le mental joue énormément parce que les jambes sont devenues hyper lourdes, j'ai perdais 4-5 secondes au kilomètre et je passe au 35-36e et mentalement je me remobilise et je repars sur du 3,25 quoi. Donc même plus rapide sur la fin, donc comme quoi le mental joue énormément. Et au final, ça finit bien. Mon lièvre s'en voulait beaucoup, mais comme ça finit bien, ça va. Justement, sur cette relation avec le lièvre, comment tu le perçois? C'est sa foulée dans laquelle tu te cales, c'est l'allure, c'est un point cible pour ne pas te retrouver toute seule. Quel est son rôle vraiment dans la course? Est-ce qu'il te porte les ravitaillements? Est-ce qu'il te chouchoute pour te permettre de passer dans le trafic sans avoir trop d'embûches? Il t'ouvre la route en quelque sorte? Alors sur les premiers kilomètres, il peut un peu me frayer un chemin quand il y a un peu de monde, mais après Séville c'est pas non plus Valence, il y a de la place quoi pour courir. C'est plus il est censé mener l'allure et moi je réfléchis entre guillemets pas, je suis bien que je connais très bien mon corps maintenant et je sentais des fois s'il y avait une petite accélération je laissais prendre quelques mètres, je le collais pas et il y avait une autre personne qui faisait un peu le tampon aussi de temps en temps donc ça c'était pas mal. Mais oui, je me cale derrière et c'est plus facile. Hein. C'est pas comme le vélo, c'est pas une aspiration, mais c'est un peu dans l'idée. Donc moi, je contrôlais que tous les 5 kilomètres un peu le chrono, donc je lui faisais confiance. Et ce qui est bien, c'est que des fois, on a des lièvres qu'on connaît pas du tout, comme à Amsterdam, je le connaissais pas. Là, je le connaissais et il était là pour moi, donc c'est moi qui lui avais demandé de venir. Ça, c'est plus simple. Et ton manager, il était en vélo, mais pas sur le circuit. Il était sur les artères, on va dire, un petit peu parallèles. Quelles ont été ses paroles pour te remobiliser après cette mésaventure du lièvre? Alors, il pouvait être vraiment très proche par moment parce qu'il avait l'accréditation média. En fait, il avait un vélo cargo avec quelqu'un qui filmait dedans. Et donc au début, bon, il était là, il a ramassé mes manchettes d'ailleurs au tout début, mais après, il s'adressait pas trop à moi, il suivait un peu. Et c'est quand le lièvre m'a lâché où là, au début, il m'a menti pour pas que je me démobilise, quoi. Il me disait qu'il allait revenir. Après, j'ai bien compris qu'il reviendrait pas. D'ailleurs, il doit toujours m'envoyer les extraits vidéo où j'ai un regard de détresse vers lui parce que ça doit être collector. Mais après, il me disait, il m'encourageait vraiment sur la fin. Il me disait, allez, on rentre à la maison avec la qualif, quoi. Et c'est vrai il m'a pas mal aidé à pas lâcher. Et après, de voir ma famille, ça a reboosté encore plus, quoi. Donc la famille était là pour t'encourager, suivre ces derniers kilomètres et ces derniers mètres. Tu passes la ligne d'arrivée avec les minima en poche et le record de France que tu as chippé à Christelle Donné pour une dizaine de secondes. Ouais, ça c'était fou parce que il y a eu tellement de rebondissements au final sur les 10 derniers kilomètres que je pensais pas du tout à ce record et c'est alors je me souviens plus exactement mais le dernier kilomètre je le fais assez rapide et les 200 derniers mètres pareil je me dis mais donne tout parce que j'avais le souvenir d'Amsterdam où ça passait pas à 5 secondes. Là quand j'arrive vraiment tout proche de la ligne je sais que ça passe pour plus de 5 secondes, je savais pas que c'était 10 mais du coup ouais, c'était énorme les émotions que en passant la ligne j'avais jamais ressenti ça nulle part ailleurs et sur aucune course quoi. C'est en fait l'émotion principale c'était vraiment le soulagement et après beaucoup de joie quand même d'avoir alors j'avais pas la qualif hein, j'avais les minima et j'avais le record de France surtout mais bon l'attente n'était pas finie derrière. Alors qu'est-ce qui s'est passé derrière? Parce que tu dis j'ai les minima, mais la qualif, comment elle a été déterminée? Quelle était la date butoir à laquelle tu as été certaine de faire partie de cette Olympiade parisienne? Comment ça s'est déroulé? Tu as été déjà sous le feu des projecteurs. Est-ce que tu l'avais vécu de façon aussi intense ou c'était là aussi une découverte avec ce très haut niveau que tu côtoies maintenant? Alors c'est vrai qu'au niveau des réseaux sociaux et des médias, ça a un peu explosé et ça, j'aurais pas pensé non plus autant. Après moi j'étais pas qualifiée. En fait, les gens beaucoup pensaient que j'étais qualifiée déjà, donc me félicitaient pour ma qualification. Et beaucoup me demandaient si j'étais qualifiée
Et en fait, faut savoir, c'est que la Fédé avait mis à fin janvier les 2 premières françaises comme prioritaires. Donc moi, à fin janvier, j'avais pas encore couru, donc j'étais pas prioritaire. Donc j'étais la 3e, en fait, sélectionnable. Et ce qui fait que je pouvais à tout moment être expulsée puisqu'il y a que 3 places pour les Jeux. Et donc la date butoir, c'était fin avril pour courir un marathon. Et il y avait 3 filles qui retentaient encore d'ici là de m'expulser en gros. Donc pendant deux mois et demi, pendant 2 mois et demi, je devais expliquer aux gens que j'étais pas qualifiée et ça a été le plus long. Au début, ça allait puisque bon, je venais de courir, je reprenais tout doucement. Mais plus le temps passait et plus c'était long parce que du coup, je savais pas de vision sur la suite de ma saison. Et de ma qualification au jeu dépendait aussi ma qualification au championnat d'Europe qui, eux, étaient mi-juin. Donc, ça s'approchait assez vite et je savais pas si j'avais besoin de recourir à un semi pour aller à Rome ou si j'étais qualifiée d'office. Donc, le mois d'avril, il a été très long et à chaque fois qu'une fille tentait, je regardais avec attention si elle allait me battre ou pas, quoi. Vous arrivez à être proches les unes des autres ou il y a quand même un esprit de compétition parce que vous jouez quand même vos places respectives dans cette équipe de France pour des championnats, pour ces Jeux Olympiques. C'est peut-être difficile de se réjouir pour une camarade qui va faire mieux que soi ou que tu vas pouvoir toi derrière de nouveau doubler avec un chrono un petit peu plus rapide. Comment se passe cette vie dans l'équipe de France parce que on n'en a pas beaucoup d'échos et on ne sait pas trop comment ça se passe. Bah alors après c'est comme dans la vie de tous les jours, il y en a avec qui on a plus d'affinité que d'autres. Globalement, on se voit pas beaucoup et on se parle pas tant que ça. D'ailleurs, enfin déjà il y a pas forcément beaucoup de regroupements pour se voir et on habite chacune à tous les coins de la France donc voilà. Il y a des filles avec qui je discute bien, d'autres avec qui on se parle pas du tout. Après je souhaite de malheur à personne mais quand même les filles qui essayaient de me battre, je leur souhaitais de pas me battre quoi, pas je leur souhaitais pas de faire une mauvaise course mais forcément on pense quand même à soi en premier. Avec des Jeux Olympiques, mais on en avait déjà parlé lors du précédent épisode, ainsi qu'avec Félix. Est-ce que c'est pas dommage de se brider à 3 places seulement pour les garçons et pour les filles et de ne pas ouvrir la porte à plus d'athlètes de notre pays parce qu'il y a un plateau qui est quand même assez relevé et de faire briller le maillot bleu en France, est-ce que c'est pas une déception? Alors, toi, tu as ta qualification, mais pour celles qui n'ont pas réussi à entrer dans ces 3 places. Bah après, c'est le règlement pour tous les pays, qu'on soit organisateur ou pas, et ça, je le comprends, puisque au niveau mondial, si on commence à ouvrir un peu les portes, au niveau des places, des hébergements, tout ça, ça peut vite devenir très compliqué. Et puis, c'est la première fois où on a autant de densité en France, hein. Certes, ça aurait pu être très bien qu'on soit 5, mais après, c'est les règles, ça changera pas. Et d'ailleurs, si on faisait pareil pour le Kenya, nous on serait pas qualifiés en tout cas parce qu'il y aurait 40 Kenyanes et 20 Éthiopiennes devant quoi. Donc c'est bien aussi que ça soit limité à 3 par pays pour laisser la chance à tout le monde, sachant qu'on est que 80 sur la ligne de départ. Avec ce record de France en poche, est-ce que tu as eu un petit appel de Christelle Donné pour te féliciter et t'encourager pour ces nouvelles échéances qui t'attendent? Alors j'ai pas appelé, mais on a échangé un peu par message et d'ailleurs elle me demandait souvent de mes nouvelles avant chaque marathon puisqu'elle commente les marathons. Et puis là, avant les championnats de France de 10 km, avant Rome, elle envoie toujours un petit message. Ça, je trouve ça super gentil. Et j'ai encore pas eu l'occasion de la croiser. On s'est loupé à Paris au marathon, mais j'aimerais bien échanger avec elle. En vrai quoi. Et parce que je pense que j'ai beaucoup quand même à apprendre d'elle sur le marathon. Moi, je suis entre guillemets novice, même si je vais au jeu, ça fait que 1 an et demi que je fais du marathon, donc il y a encore des progrès. Qu'est-ce que ça représente pour toi, cette qualification pour les Jeux Olympiques, sur le plan émotionnel, sur le plan personnel, sur ce que tes proches ont dans les yeux quand ils te voient concourir pour cette Olympiade à venir? En vrai, c'est quelque chose que j'aurais même pas imaginé quand j'ai commencé le marathon. Enfin, il y a 1 an et demi, j'aurais jamais imaginé faire les Jeux.
Après, j'ai fait le bon premier marathon, on s'est dit bah pourquoi pas tenter, mais pour moi c'était très très lointain. Alors après oui, ça fait des années alors que j'ai un bon niveau national, etc. Et que dans ma famille on me disait alors on te voit quand au jeu, etc. Et je me disais toujours mais ils comprennent rien, je ferai pas les jeux. Hein. Donc au final ouais, c'est vraiment une fierté de faire les jeux à domicile en plus parce que là bah du coup toute ma famille va se déplacer, mes grands-parents, tout mon club, mes amis, etc. Alors que ça aurait été je sais pas comme à Los Angeles dans 4 ans, là j'aurais pas eu tous ces proches pour m'encourager. Donc c'était vraiment aussi pour ça que j'avais envie de me qualifier à Paris. Je me disais pas je m'arrête, je vais pas à Los Angeles dans 4 ans, mais quand même Paris c'était particulier de faire les Jeux à Paris, je pense que c'est le rêve ultime de tout athlète français en tout cas. Alors après cette qualification en poche, tu t'es pas contenté de ce chrono du côté de Séville. Tu as empoché le titre de championne de France sur 10 km. Tu étais encore sur la forme du marathon. Tu as souhaité prolonger un petit peu cet état de forme plutôt bon pour aller décrocher ce titre national et monter sur la première marche. Non, j'ai fait une coupure après Séville puisque je crois que les France de 10 km c'était 2 mois après. Donc en fait j'ai fait une coupure et j'ai repris. Je voyais que la forme elle était. Au début j'ai un peu galéré sur les allures 10 km parce que au final c'est peut-être que 10 secondes de différence au kilomètre, mais j'avais l'impression d'être à bloc sur l'allure 10 km. Mais au fur et à mesure ça allait mieux. Je me suis dit pourquoi pas y aller et tenter déjà de faire un bon chrono parce que mon record il datait de 2022 et pourquoi pas un premier titre chez les élites. Et c'est vrai que j'étais plutôt en forme et il y avait aucun souci, j'avais bien récupéré du marathon. C'est d'ailleurs pour ça qu'après derrière j'ai essayé de faire les France de 10 000. Sauf que là, c'était pas une question de pas être en forme, c'est au niveau des pointes. J'ai pas supporté les pointes. J'ai beau les avoir remises 3-4 fois sur des séances, à chaque fois que je les mettais, j'avais des courbatures, des contractures et ça n'a pas manqué sur la course. Au bout de 4 kilomètres, j'avais les mollets hyper durs et en fait j'ai fini la course au train parce que je sentais que j'allais avoir des crampes aux mollets. Donc ça c'était pas le plus beau souvenir, mais non ouais, la forme a été plutôt là après le marathon. Le corps avait bien récupéré. Alors entre une qualification olympique, un record de France du marathon et un titre avec la Marseillaise, ton cœur penche vers lequel ? C'est quand même déjà Séville, ça serait un week-end que j'oublierai jamais, rien que pour le fait d'avoir partagé avec mes proches et d'avoir fait le record de France sur cette course. Donc pour moi c'est la course que j'oublierai jamais. Et d'ailleurs je dis toujours le record de France on me le reprendra très certainement dans pas si longtemps que ça, mais je l'aurais eu et ça on pourra pas me l'enlever. Mais après oui, la qualification au jeu c'est ça pour moi qui est le plus marquant et que à mon avis dans ma carrière, même si je fais d'autres jeux, les Jeux de Paris ça sera un des plus grands souvenirs quoi. Alors en pleine préparation pour cette course olympique, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce parcours qui, pour une première expérience en ce qui me concerne, ce sera mon premier marathon dans le cadre du marathon pour tous, ça fait un peu peur, autant de dénivelé, ces côtes aux alentours du 28-30e kilomètre. Est-ce que tu l'as déjà repéré ? Est-ce que tu as une stratégie ? Là, c'est les conseils de Méline pour aborder ce marathon. Alors vous courez en plus 2 jours en espérant que la chaleur ne soit pas trop présente, mais cette topographie, au regard de ce que tu as pu faire sur Amsterdam et Séville, ça change complètement la donne. Oui, c'est clair nous on cherche toujours les marathons les plus plats possibles et on cherche on s'entraîne sur du plat pour aller le plus vite possible. Là, ça va être tout le contraire et la prépa du coup est différente, mais au final ça change parce que moi j'en serai à mon 3e marathon en 10 mois si je dis pas de bêtises. Donc bon, le corps déjà commence à fatiguer, même s'il y a pas de blessure ni rien. De changer un peu, de varier la préparation, mentalement c'est bien. Après, j'avoue que ça me fait quand même peur parce que bon, du dénivelé, ça me fait pas forcément peur. J'adore tout ce qui est cross, etc. Mais du dénivelé sur un marathon, c'est pas pareil. Sachant que tout est concentré entre le 15e, 14-15e et le 32e. Alors nous, on a repéré avec
avec Mélodie Julien le parcours il y a un mois et demi, je pense. Enfin, les difficultés du parcours, on a fait justement du 14 au 32e avec une petite partie en voiture quand même. Et c'est quelque chose le parcours. Hein. En fait, on va avoir 10-12 kilomètres de plat, enfin plutôt plat quoi dans Paris. Et après là, ça va se corser. Et pour moi, le plus dur, ça sera là quand ça va redevenir plat en fait, les 10 derniers kilomètres où là, il faudra pas s'effondrer. C'est ça qui va être le plus dur. En soi, les difficultés, oui, elles sont là. La première montée, elle est surtout très longue plutôt que très raide, mais elle fait quand même mal. Et la deuxième côte, celle du pavé des Gardes, pour l'avoir montée en essayant de mettre de l'intensité, j'étais à 4,30 et je forçais. Donc non, faudra gérer bien les montées et puis apprendre aussi un peu à descendre parce que musculairement, ça fait quand même mal, même si on n'a pas l'impression. Mais pour moi, ce qui fait le plus peur, c'est derrière. C'est de savoir finir les 10 derniers kilomètres qui sont déjà durs de base sur un marathon tout plat. Donc là, le corps, il aura encaissé des montées-descentes. Donc ouais, faudra être solide et pour la préparation, il va falloir travailler des côtes, des descentes, des enchaînements, faire des footings vallonnés quand d'habitude on cherche des footings plutôt plats et musculairement aussi se renforcer encore davantage. Dans ce renforcement musculaire que tu as intégré après Amsterdam, qu'est-ce que tu mets dedans? Quelles sont les séances que tu peux réaliser pour donner des indices, des séances clés aux auditeurs du podcast? Alors du coup moi j'ai commencé avec un préparateur juste après Amsterdam quand j'ai repris, donc on va dire mi-novembre, à raison de 2 à 3 séances par semaine. En prépa marathon c'est plutôt 3 parce que bon là je suis focus à 100% et j'ai aussi plus de temps. Et en fait c'est 3 séances. Sur 3 séances il va y en avoir 2 globales où je travaille les jambes et aussi le haut du corps. Et une plutôt support où ça va être plus du renfort, du gainage, du travail de pied, pas trop charger les jambes, quoi. Et c'est des séances qui durent 45 minutes, 1 heure. En fait, c'est un enchaînement de 7 à 10 exercices que je répète. Alors les exercices, c'est 2, 3, 4 séries, ça dépend. Et avec une petite récup entre chaque. Donc je fais l'exercice de 3 fois, je passe au suivant et comme ça, j'ai 7 à 10 exercices. Et globalement, en fait, sur chaque exercice, ça travaille 2 parties du corps. Donc, ça peut être du renforcement, je sais pas, je dis au pif, des quadris, mais en même temps de la proprio, ou du gainage avec du travail d'adducteur, abducteur. Enfin, ça peut être pas mal de... Enfin, les exercices sont très variés et c'est ça aussi qui me plaît parce que moi, j'étais pas adepte du renforcement musculaire. Avant Amsterdam, je faisais du gainage 1 fois par semaine, 2 fois quand j'étais motivée, 10 minutes, et puis je faisais ce qui me plaisait, quoi. Donc non, maintenant j'aime bien faire ces séances et j'ai vu surtout l'évolution sur ma foulée, sur mon corps aussi, parce que ça a un petit peu modifié quand même mon corps, et je me sens plus solide, plus efficace, quoi. Donc c'est que bénéfique. C'est un des facteurs qui t'a permis de finir fort sur cette course du côté de Séville avec un dernier 5 kilomètres qui doit être le plus rapide de toute ta course. Je pense que ça m'a bien aidé. Après, il devait y avoir aussi un peu d'euphorie, un peu... il y avait un peu de tout, mais je pense que je me suis... Ouais, quand mon coach m'a vu passer... Alors lui, il a pas vu du 30 au 35e dans quel état j'étais. Il y avait que mon manager. Il m'a vu au 36 ou 37e. Et après, quand on a débriefé, il m'a dit, je t'ai vu et je savais que ça allait le faire, quoi, parce que j'avais une belle foulée, j'étais encore solide, et voilà, quoi, ça déroulait. Donc, je pense que ça m'a aidé, ouais. Au niveau du renforcement, on est sur du poids de corps. Tu vas dans une salle avec des charges libres que tu vas augmenter au fur et à mesure des répétitions. Comment tu mènes ce renforcement musculaire? Alors, on est encore un peu en découverte parce qu'il y a plein de nouveaux exos tout le temps, donc sur les poids, les charges que je peux faire et sans que le lendemain je puisse plus marcher, quoi. Au début, c'était vraiment un peu à tatillon, ouais, c'est comme ça qu'on dit. Maintenant, Ou à c'est tâtons. à tâtons. Et maintenant, c'est plus simple, mais c'est des charges qui restent assez légères, pour que ça soit assez dynamique. Après, il y a des parties du corps chez moi qui sont beaucoup plus faibles que d'autres. Donc, par exemple, les ischios, c'est un peu ma bête noire. Donc là, on charge pas trop. Mais globalement, c'est plus avec des élastiques, avec des haltères,
que des squats à 100 kilos, quoi. C'est pas ça. Et sur le plan du volume d'entraînement, là on est à 45 jours donc de cette course du côté de Paris, la course d'une vie pour certains. Qu'est-ce que tu mets dans ton entraînement? Comment se décomposent tes semaines? Tu l'as dit aujourd'hui, tu es dédié 100% à la pratique de la course à pied, 100% professionnelle. Une semaine, alors là du côté de Font-Romeu, comment elle s'organise et qu'est-ce que tu as comme séance d'entraînement pour que on puisse découvrir, nous les auditeurs et les amateurs, ce qu'est le quotidien d'une sportive professionnelle? Alors là, je suis encore un petit peu en acclimatation, mais ça a globalement le plus gros effet. Donc une semaine, ça va être, on va dire 13 entraînements par semaine. Donc avec souvent c'est le dimanche après-midi, c'est les dimanches repos, café, pâtisserie. Café, gâteau, pâtisserie, voilà. Voilà. Sinon c'est 13 entraînements, dont trois séances de renfo avec un échauffement avant. Donc ça fait quand même un petit peu de course, mais voilà. Et puis après le reste, donc souvent il y a une sortie longue. Là elles sont pas encore très très longues. Je crois que le plus long que j'ai fait c'est 1h40, mais ça va augmenter. Une sortie longue avec de l'actif, un peu d'allure soutenue. Bientôt il va y avoir une séance spé à l'allure marathon. Alors après avec l'altitude là ici c'est un peu, on s'adapte quoi à l'allure et après une à deux séances de piste, mais là je pense que ça sera plus souvent une parce qu'après il va y avoir un peu plus de travail de côte que d'habitude, même si en général j'en faisais presque une fois semaine. Là je vais en faire au moins une fois semaine et après les footings vont être plus vallonnés au lieu de faire un petit footing d'une heure et quart classique. On va le faire vallonner pour entraîner le corps. Et spécifique à Font-Romeu, mais que j'ai pas fait par exemple à Montegordo, je vais mettre des séances en hypoxie à raison de 2 environ par semaine, où là je cours à 5000 mètres d'altitude, donc c'est très lent, je cours très lentement, c'est un peu comme un footing que je pourrais faire de 50 minutes, 1 heure en extérieur, mais très lent, qui va me permettre alors musculairement il va pas du tout avoir d'impact parce que je cours pas vite, mais ça va me permettre de développer quand même au niveau des globules, de l'adaptation à l'altitude, etc. Pas mal de choses. Et voilà, après je vais être aussi plutôt sur la fin de prépa, on va dire à 1 mois du marathon, même un petit mois du marathon plutôt, quelques séances en thermoroom, parce que ici à Font-Romeu, on n'a pas eu par exemple les 29 degrés que vous avez vous, on est monté à 24 aujourd'hui je crois, mais va falloir un peu s'adapter à la chaleur, et même s'il fait pas chaud au final le jour du marathon, ça sera quand même bénéfique d'avoir fait quelques séances dans une thermoroom pour que le corps en fait il soit à l'aise. S'il fait 15-20 degrés, c'est déjà un peu chaud pour du marathon, on sera un peu plus à l'aise pour la course, et le corps surchauffera moins. Derrière toutes ces séances, tu as les soins, les massages, l'alimentation. Je sais que tu es féru de cuisine et de pâtisserie. Est-ce que tu as, sur cet aspect-là, modifié également certains éléments sur l'alimentation? Est-ce que tu pilotes toi-même ta nutrition ou est-ce que tu te fais accompagner? Est-ce que tu as modifié même dans ta nutrition à l'effort certaines choses pour optimiser? Là, on est sur des réglages vraiment très précis pour aller grignoter quelques secondes encore. Alors, sur la nutrition globale, j'ai pas changé grand-chose, si ce n'est de faire encore plus attention qu'avant à bien manger aussitôt les gros entraînements, à bien m'hydrater surtout en altitude encore plus que d'habitude. Et sinon après là comme on est à Font-Romeu, on est un peu chacun, où on n'est pas obligé d'être au centre, on peut être dans son logement, mais la Fédé a mis en place une convention avec le centre, donc on a les kinés. En fait d'habitude si on logeait pas dans le centre on devait payer le kiné, là on a le kiné. On a accès à la salle de muscu, à vélo, tapis. On peut faire des séances d'hypoxie. Bon là c'est en supplément, mais déjà on a tout dans le centre qui est à dispo. Et après on a le médecin et nutritionniste de la Fédé qui nous encadre un petit peu. Donc moi il était là quand je suis arrivée. On a fait un petit échange. Donc je vais tenter quelques petits trucs en plus. De prendre des BCA par exemple si je mange après la séance et que j'ai fait une grosse séance,
tenter un peu la caféine, enfin des trucs comme ça. Pas des gros changements, mais des petits trucs qui pourraient m'aider. Et après, essayer de m'alimenter encore plus sur mes entraînements pour essayer de monter un peu plus encore mes glucides pendant le marathon, parce que bon, je suis pas trop mal, mais je suis dans la fourchette basse quand même. Est-ce que tu utilises ces bottes de compression, ces accessoires de récupération que l'on voit fleurir sur les réseaux? Sinon, quel est ton protocole de récupération pour enchaîner ces 13 séances hebdomadaires? Alors oui, les bottes de presso, j'en ai depuis très très longtemps. Je pense que ça fait 4-5 ans que j'ai des bottes de presso. Je trouve ça hyper bien. En plus, c'est pratique, tu les mets devant la télé. Ça permet quand même de drainer un peu. J'ai des électrodes aussi. Après, qu'est-ce que j'utilise d'autre bon, c'est ça principalement. Sinon, bah là, j'essaie de voir le kiné 2-3 fois semaine. Quand chez moi, je le vois 1 à 2 fois plutôt. Voilà. Et après, bah de dormir plus que quand je suis chez moi, d'essayer de faire des siestes aussi. Je fais jamais de sieste ici, j'arrive à en faire un petit peu quand même. Donc j'essaye d'optimiser la récupération. Il y a même un bain. On a aussi justement accès à une unité de récupération au centre, donc on a un bain froid et sauna hammam le soir aussi si on veut alterner chaud-froid. Donc là, tu es positionné dans des conditions idéales pour performer du côté de Paris. Quelles sont tes ambitions sur cette course du 11 août prochain? Alors déjà, il y aura pas d'ambition de chrono. On va pas se mentir, sur un parcours pareil, il y aura pas de record. Je pense chez aucune fille d'ailleurs. Ce sera plutôt à la place. Donc moi, je pars à peu près avec le 40e chrono, si je dis pas de bêtises. Enfin, je pars au milieu de paquet quoi, sur 80. J'aimerais bien rentrer dans les 30 ou mieux, hein, même si j'arrive à rentrer dans 20, 25, ce sera génial. Et après, au niveau européen, alors j'ai pas encore trop regardé pour les engagés finales. Je sais pas si tous les pays ont engagé, mais je pense que oui maintenant. Mais pourquoi pas rentrer dans un top 15, top 10 européen, ça serait aussi génial. Après, si je peux faire première française, je prends aussi. Mais ouais, c'est la place qui va compter. Et je pense qu'avec un parcours pareil, bah tout peut basculer sur la fin de course, quoi. En dehors de cette reconnaissance que tu as fait avec Mélodie Julien, vous n'aurez pas de séance spécifique sur cette zone entre guillemets un petit peu escarpée du marathon. Vous allez sur cette préparation du côté de Font-Romeu enchaîner les montées, les descentes, mais il y aura pas de séance spécifique sur la zone de la course à venir. Bah du coup on a fait une séance quand on a repéré, on a fait une petite séance dessus. C'était plutôt essayer de faire un peu de l'allure marathon quand c'était à peu près plat, de jauger nos allures dans les montées, d'essayer de se relâcher dans les descentes. Donc on descendait quand même assez vite parce qu'il y a un moment où c'est très très pentu. Je pense qu'il y a du 12% en descente et ça fait pas peur, mais quand même les jambes s'emballent et il faut réussir à maîtriser ça. Donc on avait fait une petite séance. Après le tout c'est de pas oublier et d'ici le 11 août ça c'est ce parcours, c'est un avantage d'avoir couru dessus parce que tout le monde ne l'a pas fait. Beaucoup ont repéré en voiture, mais peu ont couru dessus. Mais là, oui, on n'y retournera pas avant les Jeux. Après, je pense que le plus important, c'est de bien se connaître, de sentir quand est-ce qu'on passe dans le rouge dans une montée et apprendre à descendre aussi, ouais. Toi, Méline, qui a reconnu donc ce parcours du marathon pour tous, qui sera ton marathon olympique, donc le dimanche 11 août, quel conseil tu pourrais donner aux auditeurs et à moi-même qui vais vivre également donc cette première expérience sur la distance du marathon pour bien vivre sa course? Les grands conseils de Méline, ce serait quoi? Alors déjà, si c'est le premier marathon, vraiment rester prudent. Alors pour ceux qui ont déjà fait un marathon, ça va être très différent celui-là, donc au final ça sera un peu l'inconnu aussi, mais contrairement à un marathon tout plat où au final le cardio varie pas tant que ça, la fatigue s'installe progressivement. Là je pense que sur le début ça sera plutôt plat, mais faudra pas partir en se disant c'est un marathon tout plat et j'y vais quand même déjà fort dès le début. Faudra en garder un petit peu sous le pied. Après dans les montées vaut mieux monter à son rythme, quitte à marcher s'il faut, hein, parce que il y en a plein qui vont marcher, c'est sûr. C'est évident. Vu la deuxième côte, en tout cas,
déjà nous en tant que sportifs de haut niveau, on galère à la montée, donc faudra pas avoir peur de marcher si besoin. Mais c'est bien se connaître, arriver à garder son souffle dans la montée, à pas non plus tout donner. Et la descente, bien gérer, faut pas trop freiner, parce que là, c'est là où ça tape le plus et musculairement, ça peut faire mal. Mais pas non plus descendre comme un boulet de canon, parce que ça fait mal aussi. Donc arriver à trouver une allure de croisière en descente. Et puis derrière, il reste 10 kilomètres, donc c'est court mais long. Et à voir si on est encore un peu dû, si on arrive à maintenir l'allure. C'est être très prudent, au moins jusqu'à ce que ça redevienne plat à la fin, et après on voit quoi. Tu le saucissonnes en 3 parties. Les 15 premiers kilomètres, les parties vallonnées et les 12 derniers. Ouais, pour moi c'est ça. Les 15 premiers, ils seront pas durs, pour personne, normalement ça sera dur. Mais quand on va arriver dans les montées, là ça sera dur pour tout le monde. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut en garder sous le pied pour finir quand même sans s'écrouler. Alors il faudra bien s'alimenter et bien boire s'il fait chaud aussi. Ça c'est à faire pendant l'entraînement et pas le jour de la course. Est-ce que tu as adopté des techniques de visualisation, de préparation mentale pour te préparer sur tes dernières compétitions, pour optimiser encore, hein. On est sur un autre aspect, on a parlé nutrition, on a parlé renfo, mais sur le plan mental, tu le disais, hein, à Séville, ça a été vraiment un on-off entre cette partie où tu étais prête à baisser les bras parce que le lièvre avait lâché et avait, on va dire, perdu un petit peu l'allure, pour te remettre finalement en condition et retrouver tes jambes. Alors je suis pas très adepte de la préparation mentale, de la visualisation, tout ça. C'est vrai que c'est pas quelque chose que je pratique. Je dis pas que je le pratiquerai jamais, mais pour l'instant, je ressens pas. Toi, c'est plus les calculs. Tu fais plus les calculs, toi. Ouais, moi je calcule mon allure pendant la course. Non, mais je suis pas quelqu'un de stressé. Donc ça, c'est un avantage, même si forcément il y a de l'adrénaline, il y a quand même du stress parce que les enjeux sont de plus en plus grands. Mais je le prends plutôt du bon côté. Donc pour le moment ça va. Je dis pas que j'utiliserai pas dans le futur la préparation mentale, mais je me dis je ressens pas le besoin, donc pour le moment je fonctionne comme ça. Moi j'arrive à prendre quand même pas mal de recul en me disant que ça reste que du sport, parce que j'ai mon travail, j'ai ma vie à côté, donc je suis pas juste athlète. Mais pourquoi, dans le futur, je ferme pas les portes. Comment tu gères cet équilibre vie personnelle, vie sportive, avec toutes les sollicitations que tu dois avoir aujourd'hui? Et je te remercie d'avoir pu m'accorder un petit temps dans ce stage du côté de Font-Romeu. Comment ça se passe au quotidien? Tu arrives quand même à prendre aussi là des distances, à ne pas dire oui et accepter tout ce qui passe à proximité, ou c'est quand même un beau coup de projecteur, tout ce que tu entreprends depuis ce marathon du côté d'Amsterdam, qui plus est maintenant avec le record de France et le titre de championne de France du 10 km. C'est vrai que ça a été très soudain, même si j'étais quand même un petit peu suivie. Séville, ça a changé la donne et j'étais beaucoup sollicitée. Au début, c'était pas très dérangeant parce que je reprenais seulement l'entraînement, je reprenais le travail, etc. Mais après, c'est devenu quand même assez fatigant de reprendre l'entraînement à fond. Je travaillais toujours à mi-temps, de les sollicitations. Alors c'était super, hein, je me plains pas, mais c'était fatigant mentalement, et puis même de se déplacer, de prendre 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Donc au bout d'un moment, j'ai commencé à refuser plus parce que là, je reprenais une prépa plus intense. Mais c'est pas facile de dire non plus. On veut pas vexer les gens, on veut pas que les gens se disent que on se croit au-dessus et qu'on n'accorde pas de temps aux autres. Mais c'est vrai que c'était un peu compliqué. Et petit à petit, je trouve quand même mon équilibre. Là, ça s'est un peu calmé, donc c'est plutôt pas mal. Mais je reçois beaucoup de sollicitations, alors que ça soit de Décathlon, mais de plein d'autres d'associations, d'entreprises, pour savoir si je peux intervenir par-ci, par-là. Alors, ce qui est bien, c'est que là, je peux intervenir nulle part, parce que je suis à la montagne, donc c'est l'excuse parfaite. Mais c'est pas facile de dire non, et on a envie de faire plaisir un peu à tout le monde, donc j'apprends petit à petit à gérer ça, quoi. Ton agenda jusqu'aux Jeux Olympiques, ça va être ce stage à Font-Romeu. Il va se terminer quand? Et derrière, est-ce que tu vas participer en tant que spectatrice pour encourager les athlètes de l'équipe de France, ou suivre peut-être d'autres disciplines?
Alors du coup là je suis en stage jusqu'au 24-25 juillet, donc presque au début des Jeux. Je vais certainement faire l'ouverture si je peux, puisqu'il n'y a pas de la place pour tout le monde, mais moi mon épreuve c'est le dernier jour des Jeux, donc je pense que je vais faire l'ouverture. Après je reviens une petite semaine à la maison, et puis après il reste une semaine où là on est à l'INSEP avant les Jeux, donc ça va vite passer quoi. Donc il y aura encore un petit peu d'entraînement, beaucoup de kilomètres et beaucoup de séances. Méline, je te remercie d'avoir accepté l'invitation du podcast pour un deuxième épisode avec tes conseils. Si tu en avais encore un ou deux là pour les auditeurs et moi-même à l'approche de ce marathon pour tous, qu'est-ce que tu pourrais dire pour conclure et bien vivre finalement cette compétition? Bah, faut se préparer. Alors là, c'est un peu tard pour démarrer, hein. Il faut avoir commencé, je pense, depuis un petit moment, mais se préparer à son rythme progressivement et pas se surestimer. En tout cas, sinon ça peut un peu gâcher le moment. Donc, vaut mieux le faire moins. De toute façon, là, le chrono n'a aucune importance, donc vaut mieux le faire un peu moins vite et prendre du plaisir. Enfin, c'est un événement unique qui se reproduira pas, quoi. Donc, ouais, c'est y aller sans pression, avec le plaisir de participer, parce que tout le monde n'a pas pu participer. Et puis bah ouais, profiter de l'ambiance. Eh bien merci Méline, et puis on suivra attentivement. Je pense que je serai au bord de la route pour encourager ton passage sur ce 11 août et sur ce marathon olympique. C'est gentil en tout cas, merci beaucoup. Et pour les auditeurs, eh bien profitez des conseils de Méline, et je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire. Ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.